Voilà, vous êtes en Bonjour. train de vous connecter sur ce webinaire Jeunesse, Solidarité et Covid-19. Euh, J'espère que les conditions techniques vont nous permettre que vous soyez toutes et tous à l'aise. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend, a priori? Oui, je vois. Ok, super. On va laisser peut-être quelques minutes pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre et puis on va Bonjour. démarrer. Bonjour. Voilà, tant que on démarre pas, vous pouvez allumer vos caméras pour celles et ceux qui nous ont rejoints et puis on vous demandera ensuite peut-être de les couper parce qu'il y a des connexions un peu partout dans le monde avec des débits plus ou moins bons. Donc ensuite, on essaiera de les couper, mais c'est bien qu'on se voit au début. Bonjour Mathieu. Voilà, super. Et- Alors au niveau de la technique, Madame Claire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toi qui donnes le top départ au niveau technique, hein. J'ai personne en salle d'attente, du coup, je peux saluer tout le monde. Bienvenue et n'hésite pas à commencer quand tu le sens, Guillaume. Euh, voilà, j'admets progressivement quand les gens arrivent. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va démarrer tranquillement. Donc merci d'être présent virtuellement à cet échange. Euh, qui est organisée par la Commission Jeunesse et Solidarité Internationale de Coordination Sud. Alors, comme je sais qu'on a des participants qui viennent aussi de un peu partout, Coordination Sud, c'est la plateforme des ONG françaises qui a notamment vocation à porter des plaidoyers collectifs de ses membres sur un certain nombre de questions en lien avec la solidarité internationale. Et donc, dans ces sujets phares, il y a la question de la jeunesse et de la solidarité internationale qui fait l'objet d'une commission. Et donc, c'est cette commission qui organise cet après-midi ce webinaire. Cette commission, elle est constituée d'organisations françaises qui viennent à la fois de l'éducation populaire, du volontariat, et puis du développement, des ONG qui à la fois travaillent, on va dire, sur la rive sud ou la rive nord de la Méditerranée, à l'est ou à l'ouest, mais certaines ont des pratiques aussi sociales en France, d'autres ont des pratiques sociales et d'intervention dans d'autres pays. Et donc, ça fait je crois, entre 25 et 30 organisations qui constituent cette commission. Voilà, moi, je suis donc Guillaume Arnal, je suis le chef de file de cette commission. Et dans mon quotidien, je travaille pour l'ONG Solidarité laïque, donc qui agit dans pas mal de pays dans le monde. Alors pourquoi nous organisons cet échange euh, et pourquoi nous avons constitué il y a 2 ans et demi cette commission? Parce que le premier constat que l'on fait, c'est que notre planète n'a jamais été aussi jeune en termes démographiques et que les jeunesses constituent une grande part aujourd'hui de la population mondiale. Euh, Par ailleurs, quand on parle de jeunesse, on parle de jeunesse au pluriel, puisqu'on considère aussi que il n'y a pas, sans se référer à un âge précis, on considère que les jeunesses, c'est un âge de transition entre la période de l'enfance et la période adulte, on va dire,
et qu'il y a dans ce laps de temps beaucoup de choses qui se passent. Vous le savez mieux que moi puisque je vois beaucoup de visages jeunes et moins jeunes, et c'est très bien aussi puisqu'on n'est pas en train d'avoir un dialogue simplement entre jeunes. Mais en tout cas, on parle des jeunesses comme une étape de la vie qui doit permettre à un moment donné de travailler sur des processus d'émancipation ou en bon anglais d'empowerment qui permettent d'avoir une autonomie à la fois sociale, économique, citoyenne, politique. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se jouent à cet âge-là. Et donc, c'est pour ça que, en fonction voilà, des sociétés, en fonction des cas individuels de chacun, on ne peut pas forcément se référer à un âge précis. Et puis, les conditions sociales des jeunesses nous font nous dire qu'il y a évidemment énormément de cas dont il faut tenir compte. Alors, on organise ce webinaire aussi pour réfléchir finalement à cette crise qui nous touche toutes et tous, qui abat les frontières, j'ai envie de dire, et qui nous interroge beaucoup sur à la fois comment cette crise elle est vécue par les jeunesses et comment on va pouvoir reconstruire un monde que l'on espère meilleur, plus résilient, dans lequel les jeunesses aussi auront toute leur place et j'ai envie de dire même davantage de place. Alors, depuis le début de cette crise, on est tous assommés par les chiffres qui sont évidemment hallucinants, mais je voulais vous en citer quand même quelques-uns qui sont importants. Dans le monde aujourd'hui, les organisations internationales disent qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'enfants et de jeunes qui sont déscolarisés. Il y a aujourd'hui plus de 300 millions de jeunes ce qu'on appelle les NEET, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accès à une éducation, à une formation professionnelle ou à un emploi. Et donc, toute cette catégorie de jeunesse était en situation extrêmement précaire avant la crise. Et évidemment, la crise a amplifié cette situation et on va devoir se réfléchir à comment faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Alors, je ne voulais pas vous assommer de chiffres, mais vous le savez aussi, les jeunes, et notamment les jeunes femmes, sont particulièrement vulnérables à cette crise. Dans un certain nombre de pays, on a observé que, par exemple, le travail domestique des jeunes filles avait augmenté, les mariages forcés avaient repris de plus belle. Donc, il y a une situation aussi extrêmement inconfortable pour une grande part des jeunes filles. Mais alors, parallèlement, on fait également le constat, finalement, que les jeunesses ont été des actrices majeures pendant cette crise, à la fois dès le démarrage en termes de mobilisation et de prévention. Les jeunes ont beaucoup relayé les messages de prévention et les bons messages de prévention, pas les fake news. Ils ont aussi beaucoup travaillé ils sont beaucoup engagés sur de la solidarité locale avec les plus vulnérables, avec les anciens. Et puis cette mobilisation, elle a été relativement spontanée pour certains. Et donc ça, on en discutera tout à l'heure. Et puis parfois dans le cadre aussi de projets et d'organisations existantes, d'organisations de jeunesse, en tout cas avec une base sociale composée notamment de jeunes. Ce qu'on a pu aussi observer, c'est que malheureusement, cette mobilisation des jeunesses, elle a été très peu relayée par les médias traditionnels. Et
ce qui est important aussi dans cet échange, c'est de voir comment on peut relayer toutes ces initiatives, parce que les médias traditionnels, malheureusement, stigmatisent beaucoup les jeunes, notamment les jeunes des quartiers populaires. C'est le cas en France, c'est le cas dans pas mal de quartiers populaires dans vos pays. Et donc, nous, on souhaite aussi renverser ça et apporter un autre regard sur cette mobilisation. Voilà, donc l'objectif de ce séminaire est à la fois donc, donner la parole à des jeunes déjà engagés, qui étaient déjà engagés avant la crise. Peut-être que dans un second webinaire, on pourra aussi s'intéresser aux jeunes qui n'étaient pas engagés avant cette crise et qui ont justement trouvé une forme d'engagement pendant ces derniers mois. Écouter votre vécu et puis entendre aussi vos propositions parce que ça va nourrir notre plaidoyer. Comme je le disais, cette commission a vocation à porter aussi des messages auprès des décideurs, auprès des autorités françaises notamment, mais en alliance avec des sociétés civiles que vous êtes dans un certain nombre de pays. Voilà. Donc nous avons cinq témoignages. Et donc, on leur demandera de raconter un petit peu leur vécu tout au long de cet échange. Et donc, sans plus tarder, puisqu'on me dit d'accélérer, je vais donner la parole. Alors, nous avons 5 intervenants et on va commencer peut-être par la personne qui est la plus au sud, en tout cas de moi. Donc, Guillaume, si tu nous entends, tu es volontaire de Solidarité internationale au Congo-Brazzaville. Et donc, ma première question, ça va être, quand la crise sanitaire est arrivée dans le lieu où tu es engagé maintenant, depuis quelques mois, quel a été l'impact sur ta vie quotidienne et sur le travail que tu menais avec, je crois, l'Ordre de Malte. Merci Guillaume pour la parole et bonjour à tous. Alors effectivement, je suis volontaire pour l'Ordre de Malte au Congo depuis 4 mois maintenant. Et comme tu disais tout à l'heure, parfois ça nous surprend. Ici, ça m'a surpris 2 mois après mon arrivée. Mais vous verrez que globalement, ça a trouvé un bon écho à travers les activités de notre projet, puisque c'est un projet médical. Donc nous étions totalement concernés et capables, en tout cas, d'essayer d'y faire face. Alors en quelques mots, ce projet, c'est notamment des consultations médicales de terrain, des consultations mobiles, c'est-à-dire que nous sommes situés à l'extrême nord du Congo, dans une région très isolée, très forestière, avec une couverture médicale sanitaire très faible. Et donc, nous envoyons chaque semaine du personnel sur les routes, auprès des populations, dans les villages, pour les soigner. Donc, l'épidémie ici a commencé vers mi-mars, avec des premiers cas importés d'Europe. Et 2 semaines plus tard, le gouvernement a décrété l'état d'urgence, confinement général, interdiction de circulation et le couvre-feu, qui a duré 1 mois et demi jusqu'à la semaine dernière. Voilà, donc depuis, nous sommes en déconfinement progressif. Et nous sommes actuellement un des pays les moins touchés au monde, je peux dire, avec environ 500 cas pour une vingtaine de décès, ce qui reste faible à l'échelle du monde et même à l'échelle de l'Afrique centrale. Alors ici, dans la région, nous avons eu la chance de n'avoir aucun cas de coronavirus à l'heure actuelle, même si des tests sont encore en cours pour certains échantillons. Donc, ça nous a surpris sans pour autant nous toucher. Donc, vous verrez par la suite, dans la suite du webinaire, que nos activités sont beaucoup plus focalisées sur la prévention. Maintenant, à titre individuel, comme nous sommes un service de santé, on n'a pas été touché
réellement par le confinement. On n'a pas subi le confinement. On a été autorisé à continuer à travailler, à circuler. Et c'était d'ailleurs le cas pour pratiquement toute la population de la localité, hein, pas pour le reste du pays, mais pour la localité. Du fait de notre isolement géographique, de l'éloignement de Brazzaville, qui d'une certaine manière nous a protégés en quelque sorte de la progression du coronavirus. Sachant que le revers de la médaille était que nous avions des difficultés, et on en a toujours, à tester la population ici sur place. Et voilà, donc pour vous donner une idée, je pense qu'à l'heure actuelle, on est à moins de 10 tests pour l'ensemble de la région, ce qui ne peut pas nous donner du tout une idée précise de la situation. Donc rapidement, donc au niveau individuel, je n'ai pas été impacté. Le projet a également continué. C'est vrai qu'il y a eu une période de latence, disons d'incertitude à l'annonce de mesures gouvernementales à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. On ne savait pas si on pourrait continuer les activités, si on devait les mettre sur pause, aussi bien pour la sécurité de nos équipes, mais aussi pour la sécurité des populations, pour éviter qu'on soit nous-mêmes un vecteur de transmission du virus. Mais maintenant, après coup, au bout de 2 mois de crise, on a continué le travail et on voit que l'impact a été très positif, il n'y a toujours pas eu de cas. Donc c'était probablement la meilleure décision de continuer à travailler. Voilà à peu près pour l'impact du coronavirus sur nos habitudes ici dans le nord du Congo. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, avant de donner la parole à Oumaima, je vous invite, je pense que vous êtes habitués, il y a un chat à côté de vous, et donc lorsque vous avez une question à poser à l'un de nos invités, de nos intervenants, vous pouvez la formuler par écrit, et puis je me ferai un plaisir de la transmettre à celui ou celle qui est visé, ou si c'est une question générale ou un commentaire, vous pouvez également écrire. Alors, on remonte un petit peu un peu plus au nord, enfin même beaucoup plus au nord, puisqu'on va en Tunisie, à Monastir, je crois, où nous avons Oumaima, qui est aussi engagée dans un club étudiant. Et donc, Oumaima, est-ce que tu peux nous dire comment l'université à Monastir a réagi à cette crise, et comment toi, en quoi cela a impacté ton quotidien et ton engagement aussi? Merci beaucoup pour la parole. Je suis vraiment très ravie d'être ici parmi vous dans ce webinaire et je dis salut à tout le monde qui est ici avec nous. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça fait en fait 2 ans que je travaille que je suis engagée avec Tunisian Forum. J'ai collaboré avec lui pour fonder Club étudiant citoyen 26 au sein de mon institut. C'est vrai que je vis à Monastir et tout, mais je fais mes études un peu plus loin de Monastir. Mais en fait, toute cette période de confinement et tout, je l'ai passée à Monastir, très précisément. Donc, je vais parler de la pandémie en général en Tunisie et puis sur mon entourage très précisément. Donc, ici en Tunisie, la pandémie s'est commencée à développer, je veux dire au début du mois de mars. Mais vraiment, la situation a commencé à s'aggraver sérieusement qu'à la fin du mois de mars, parce que les gens n'étaient pas vraiment très conscients de la gravité de la situation, malgré l'Italie qui a beaucoup été affectée par le coronavirus et qui est juste à côté de nous et tout. Voilà, et surtout aussi que les informations n'étaient pas très précises. Et en fait, tout l'État était, on n'a pas l'habitude de gérer une telle crise. En fait, la situation était très difficile à être assimilée même par les habitants autant que par l'État. Donc,
Donc, la situation était un peu chaotique au début. Plusieurs personnes étaient un peu bouleversées. Bon, à l'époque, pour moi, était la suspension des examens, la suspension des cours, des examens, l'annulation de mes stages de toute l'année. Vraiment, toute l'année était un peu bouleversée et ça m'a beaucoup choquée, en fait, un peu, parce que j'ai fait une planification de toute l'année qui va en fait, à venir. Donc, mais je peux pas ignorer, j'étais un peu déprimée au début, surtout dans les quelques semaines de confinement. Mais je m'étais très, très vite adaptée, en fait. C'était une occasion pour revenir vers mes passions, peut-être, de faire des activités que je me suis passionnée avec, par exemple, comme la lecture ou bien l'apprentissage des langues ou des choses comme ça. En parallèle avec mon engagement au sein de mon club qui a continué à travailler à distance et au Tunisian Forum aussi. Donc voilà. Merci, merci Oumaima. Alors on va prendre, alors là vous allez le reconnaître parce qu'on ne peut pas se rater, il y a un drapeau derrière lui. On part en Algérie et à Oran et on va donner la parole à Afif qui va nous dire voilà, un petit peu comment il a vécu ces dernières semaines par rapport à son quotidien habituel et par rapport à ses engagements qui, je sais, sont déjà nombreux, mais voilà, en quoi ça a changé un peu ton quotidien et comment tu as vécu ça dans ton quartier à Oran. Bonjour Guilhem, merci beaucoup. Donc, comme tu l'as remarqué, donc je viens d'Oran, en Algérie. Je m'appelle Afif Abdelrahman. Donc, je travaille dans le milieu associatif, dans tout ce qui est animation, formation et coordination de projet. Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle Graines de paix, qui travaille sur Oran. Alors, cette association travaille sur l'éducation à la paix et à la citoyenneté, à travers des formations en gestion de conflits, communication non violente et des échanges interculturels de jeunes ou pas, au niveau régional, national et aussi au niveau international. Donc voilà pour ce qui est de mes engagements. Comment ça s'est passé pour moi? En fait, le 11 mars, j'étais à Marseille pour la préparation d'un échange de jeunes et j'ai dû rentrer assez vite parce que les aéroports commençaient à fermer leurs portes. Et donc, je suis rentré, je me suis enfermé 16 jours chez moi en confinement, c'était d'autoconfinement et en même temps, ça m'a fait réfléchir sur la situation qu'on était en train de vivre. Je ne vais pas vous donner trop de détails sur la situation, à part le fait que on l'a vécu un peu tous, pas de la même manière, mais on a commencé à avoir des cas. Après, il y a eu confinement et tout, donc on a vécu ça tous ensemble. Et en Algérie, ça ne change pas. Voilà, on a vécu ça aussi. Quoique, on a aussi ajouté un contexte sociopolitique assez délicat parce qu'on avait justement le Hirak, qui est un mouvement de contestation, populaire. Et donc, on a fait une pause pour des raisons sanitaires. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? En fait, on a juste réadapté nos pratiques en fonction du contexte. Et on a essayé d'innover et de trouver des moyens de se protéger et protéger les autres tout en continuant notre travail. Grosso modo, c'est ça. Merci pour la parole. Merci, merci Afif. Alors, je crois qu'on va passer la Méditerranée. Donc, on va se retrouver en France avec Marilyn, qui est volontaire en réciprocité, si je ne m'abuse. Tu viens de Côte d'Ivoire et tu faisais et tu fais toujours un volontariat en France. Donc, raconte-nous un petit peu comment toi, tu as vécu ces derniers mois dans un pays qui n'est pas le tien, loin probablement de tes proches, mais très déterminé, j'ai envie de dire, dans ta mission. Salut, je suis Marilyn Dadi, volontaire service civique au département international des Scouts et Guides. Alors, moi, le confinement, il a commencé vraiment début mars aussi, on va dire, début mars. D'abord, j'étais à ma fenêtre avec des amis et un soir, on a vu un van qui a garé, qui descendait des gens. Bon, je ne comprenais pas un peu ce qui se passait. Et du coup, là, je suis descendue avec des amis à aller prendre des informations. Et on a dit que c'était des personnes qu'on logeait à l'hôtel à cause du Covid-19, tout et tout. Et là, j'ai vraiment pris la chose au sérieux. J'ai dit, bon, là, ça devient un peu grave. Alors, il y a une association qui est juste en bas là de ma résidence, qui est la Maison des volontaires,
qui loge déjà les volontaires qui arrivent en France pour le service civique. Donc là, je me suis engagée avec l'association en tant que bénévole. Et là, mon rôle, c'est de faire la distribution des repas. Donc, je suis référente sur les repas du soir. Voilà, donc c'est un peu ça depuis le confinement. Avec d'autres amis, on fait la distribution des paniers repas pour toutes ces personnes-là logées. Super, bravo en tout cas. Mhm. Alors, je crois qu'on va rester chez les scouts en donnant la parole à Léonard, qui va nous dire un petit peu aussi comment ton mouvement s'est organisé, enfin, comment toi tu l'as vécu, et puis comment toi qui organises pas mal d'activités internationales pour les scouts, comment vous arrivez à avoir un contact avec votre groupe en France, et puis peut-être avec aussi vos amis et vos camarades ailleurs dans le monde. Donc, bonjour à tous, Léonard, je suis responsable national en charge des événements internationaux au sein du même département international des Scouts et Guides de France que Marilyn. Et je suis aussi jeune délégué Provox pour le CNAGEP. Et je suis étudiant cette année en échange en Autriche. Donc là, je vous parle depuis l'Autriche. Donc, juste avant le confinement qui a commencé le 16 mars pour nous en Autriche, j'étais à Zagreb pour la conférence européenne de la jeunesse qui a réuni des jeunes délégués et des représentants des ministères. Et déjà, à cet événement, c'était un peu bizarre parce que les représentants de la Commission européenne s'étaient excusés, déjà à cause de la crise du Covid-19. Du coup, suite à cet événement, j'ai réussi à rentrer in extremis en Autriche avant la fermeture des frontières pour y passer le confinement. Donc, j'étais loin de ma famille et je pensais pas y rester aussi longtemps. J'avais déjà en tête de retourner en France pour le mois d'avril. C'est un peu loupé. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi à rester proche de tous grâce à de nouvelles manières de communiquer et de travailler comme aujourd'hui sur ce Zoom. Pour moi aussi, ça a été un peu étrange la fermeture de l'université du jour au lendemain, la fermeture des commerces, qui a quand même plutôt bien changé ma vie. Moi qui ai plutôt l'habitude de beaucoup voyager, de prendre le train, et ben, je me suis retrouvé confiné dans ma chambre étudiante. Et pourtant, ça m'a donné l'opportunité de me lancer dans plein de sujets de fond. Donc, d'un côté, on a eu fermeture des frontières, isolement. Et moi, j'ai plutôt vu l'opportunité de s'investir dans des initiatives solidaires et un engagement jeune assez fort, donc, dont je pourrais parler un peu plus tard durant ce webinaire. Et moi, personnellement, dans mon engagement associatif, je suis amené à organiser donc, des événements et des activités pour les jeunes en présentiel à l'international. Donc, ça nous a forcé à réinventer notre manière de vivre du scoutisme et de proposer des activités alternatives. Et par exemple, un exemple concret, on avait organisé la participation de 5000 jeunes Français pour un rassemblement européen mondial qui devait se tenir cet été en Pologne. Cet événement a été reporté à l'année prochaine et du coup, ça nous a encouragé à penser à de nouvelles activités comme le Jamboree sur Internet, par exemple. C'est un rassemblement scout pour lequel 3 à 5 millions de jeunes du monde entier étaient attendus pour discuter de santé et bien-être, de solidarité internationale, pour montrer les talents des jeunes de par le monde et puis parler de citoyenneté numérique. Et je dirais, pour finir, que pour cet été, on continue à préparer nos projets en attendant d'en savoir davantage sur les possibilités de pouvoir les mettre en œuvre. Merci Léonard. Alors je regarde en même temps le chat avec un participant qui vient du Liban et qui demande effectivement, enfin qui pose la question des enfants vulnérables et des enfants des rues. Donc n'hésitez pas si il y a des réponses à ça, qu'il y ait aussi de l'interaction entre vous. Et puis, si Gwenda veut prendre la parole pour expliquer aussi ce qui se passe au Liban, bien sûr qu'on pourra lui donner. Parallèlement, apparemment, au Congo-Brazzaville, on me dit qu'il y a une tempête qui arrive, donc c'est possible que Guillaume ait du mal à rester avec nous. Mais c'est pour ça que je vais te redonner la parole tout de suite et on t'excusera s'il y a un problème.
pour dire justement, toi, comment comment ce moment si particulier, finalement, il a changé ta mission de volontariat qui était prévue au départ. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour tes apprentissages et j'ai envie de dire que ce que tu as pu regarder, que ce que tu as pu remarquer autour de toi, dans notamment les communautés jeunes avec lesquelles tu es probablement amené soit à travailler, soit à passer du temps par ailleurs. Merci Guillaume pour la parole. Je m'excuse encore une fois pour le climat. Malheureusement, c'est la saison des pluies. Donc, Il faut qu'il pleuve, hein, sinon, il faut qu'il pleuve. Connexion par satellite avec une tempête. Bon, voilà. Pour répondre à la question, alors autour de moi, la société civile ne s'est pas particulièrement organisée, j'ai envie de dire. D'une part, parce qu'elle est assez faible. C'est une région très vaste, mais également très délaissée. On a quelques ONG humanitaires qui accueillent notamment les réfugiés. On a quelques associations chrétiennes ou évangéliques, quelques associations de défense des droits humains. Mais j'ai pas ressenti que l'une d'entre elles avait particulièrement travaillé sur la question du coronavirus. Mis à part une compagnie forestière qui a fait des dons très conséquents à la région, qui a permis de doter pratiquement toutes les administrations, tous les services de santé avec du matériel, notamment les masques, les gels. Malheureusement, après, nous, sur le terrain, on n'a pas reçu beaucoup de matériel. Les choses se sont organisées très lentement. Pendant les 2-3 premières semaines de confinement, on n'avait encore aucun masque, pas de gants, rien, pas d'affiches non plus. Donc, il y a vraiment eu un temps de flottement très très long avant que la société civile se mette en marche. Après, nous ici, oui, également, il n'y a pas de réseau de jeunes, pas de scoutisme, pas de réseau de volontaires internationaux, et très peu d'étrangers également. D'accord. Voilà. Après, brièvement, en ce qui concerne mes activités sur place, comme je disais en introduction, on a débattu un certain temps par rapport à la poursuite de l'action. Finalement, on a décidé de poursuivre. Et dès ce moment-là, j'ai essayé avec mon équipe de faire le maximum, vraiment de faire tout ce qu'on pouvait pour préparer la région. C'est-à-dire qu'on a mis tous nos moyens humains, logistiques, financiers, notre expertise médicale à disposition de la région. Et ça s'est ressenti pendant 1 mois et demi par un regain d'activité, un surcroît d'activité qui n'était pas prévu, bien sûr, et qu'il a fallu gérer, tant au niveau de l'argent que du temps. Et ça s'est matérialisé par des formations d'autres personnels soignants, par exemple, la préparation de salles de quarantaine, par la participation à des comités de surveillance épidémiologique, ou la sensibilisation dans les villages. C'est là qu'on a pu mettre à contribution nos équipes terrain et puis nos relais. On a prévu une quarantaine de points focaux dans un grand nombre de villages à qui on a distribué des centaines d'affiches. On a fait l'effort d'y aller, de passer du temps avec eux, de leur expliquer ce que c'était, comment se protéger, sachant qu'en face de nous, on a des populations qui n'ont pas de téléphone, pas de télévision, pas de journaux, pratiquement aucun moyen de s'informer, à part le bouche à oreille. Donc c'est vrai que ça nous a pris un temps conséquent, qui je pense a été très utile, parce qu'à présent, on peut dire que toute la région est informée. On ne peut pas dire que la région est prête, mais en tout cas, elle est informée. Voilà. Après, personnellement, moi, j'ai fait l'effort de faire remonter un certain nombre d'informations à l'ambassade, qui a été très demandeur d'informations. Je pense être le seul Français, où il y en a peut-être un ou deux autres. Donc c'est vrai que l'ambassade n'a pas non plus une vision très claire de ce qui se passe au niveau sanitaire, sécuritaire. Donc voilà, je les remercie aussi pour leur soutien, hein, et puis pour le travail qu'ils font, également avec France Volontaire, dans l'espace volontaire de Brazzaville. On m'a envoyé beaucoup d'informations qui étaient très présentes. Donc voilà, les choses se sont mises en place doucement, avec l'avantage qu'on a eu de ne pas avoir de cas officiels. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Alors, tu poses, enfin, tu mets le doigt sur un sujet qui est important. C'est effectivement dans un certain nombre de pays,
les associations n'ont pas forcément toutes les libertés possibles pour se créer, pour agir. Et c'est probablement le cas au Congo-Brazzaville, pour connaître un petit peu. Alors justement, peut-être c'est intéressant de voir dans un pays où les libertés associatives ont été gagnées durement en Tunisie en 2011, que comment les organisations de jeunes ont pu voilà, agir et être un acteur extrêmement important de la gestion de la crise, Oumaima. Euh, comment tu as vu ça comment ton association ou ton club s'est mobilisé de façon assez concrète? Tu n'as pas le micro. Voilà, il faut remettre le micro d'Oumaima. Voilà. Merci beaucoup. Ben, vraiment, la société civile a joué un grand rôle dans la crise, pour gérer la crise de coronavirus. Ça se voit dans tous les plans parce que, en fait, maintenant, actuellement, on est 12 millions d'habitants avec seulement 1059 cas de coronavirus confirmés, avec 929 de personnes guéries, donc seulement 48 décès. Donc vraiment, je vois que la société civile a bien gagné le défi jusqu'à maintenant de gérer la crise de coronavirus. Mais c'était pas vraiment facile du tout avec nos moyens de bord en Tunisie, avec l'infrastructure qui n'est pas vraiment très, comment je veux dire, très Très favorisante, oui. très favorable, voilà, pour bien déplacer, pour bien gérer et tout. Mais effectivement, les organisations et les clubs ont travaillé surtout sur la collaboration nationale, c'est-à-dire pendant la crise, toujours, ils lancent des campagnes nationales et en fait, je suis très ravie que le Tunisian Forum était 2 fois le coordinateur général de deux campagnes nationales qui s'étaient organisées en collaboration avec les municipalités dans les villes, les délégations et tout. La première, bon, je vais parler des activités en fait nationales qui ont été collaborées dans tout l'État et qui étaient coordonnées par le Tunisian Forum. Et puis, je vais parler de mon propre engagement dans le club étudiant citoyen 26 qui a aussi joué un grand rôle dans la sensibilisation. Donc, concernant le Tunisian Forum, il a travaillé sur 2 actions globales nationales. La première était tout d'abord de sensibiliser les gens. Ils ont travaillé sur la collection des dons, premièrement. Ils ont lancé une collection des dons dans toute la Tunisie. Il y a des bénévoles qui ont travaillé sur la collection, sur l'organisation dans les écoles. Ils ont les sauvegardé. Je parle notamment de tout ce qui est nourriture et tout, surtout après le mois de Ramadan. Et puis, il y a des bénévoles, des scouts tunisiens et des bénévoles de Tunisian Forum dans toutes les villes de la Tunisie, qui ont travaillé sur la collection de ces dons, des gens donateurs, de les sauvegarder dans les écoles et puis de le distribuer donc, de façon selon des critères très précis pour les familles nécessiteuses. Je vais aussi parler d'une deuxième action qui est en train d'être mise en place maintenant et que je fais partie en fait d'elle plus précisément. En fait, ici maintenant, on est dans la rentrée des classes, des lycées. Et du coup, c'est une action très importante parce que en fait, c'est pour sensibiliser les étudiants, les lycéens plutôt, donc de garder toujours la distance et les précautions parce que
On a commencé aujourd'hui à distribuer les désinfectants, les bavettes, donc pour les lycéens avant l'entrée des classes. Bon, je n'étais pas aujourd'hui sur le terrain, mais justement pour participer à ce webinaire et tout. Mais déjà, même on a changé l'horaire. On a changé l'horaire aussi de la rentrée. Donc, une seule séance. Et d'ailleurs, c'est ça dans toute la Tunisie, en fait. Ce n'est pas seulement pour les lycées. Voilà. Donc, Ok, super. Oui, tu voulais rajouter quelque chose rapidement? Oui, je vais parler de mon propre engagement dans Étudiants Citoyens 26. Vraiment, je travaille avec mes collègues et mes membres à distance, en fait, tout simplement, surtout au début de confinement. Donc, on a essayé de bien sensibiliser les gens, créer des séquences vidéo, tout ça, et c'est tout. Ok, merci. Alors effectivement, bon, je suis un témoin privilégié du travail de la société civile tunisienne, que ce soit pendant la crise, mais aussi pour effectivement être aux côtés de tous ceux qui sont impliqués sur la reprise des activités un petit peu normales. Et ce que Oumaima a décrit, effectivement, c'est que des réseaux de jeunes volontaires vont accompagner la reprise des examens de fin d'année en Tunisie. Et c'est une action nationale où beaucoup d'associations et beaucoup de différents mouvements se sont mobilisés pour être aux côtés des bacheliers, pour éviter qu'il y ait une année blanche, et aux côtés des personnels éducatifs aussi pour les protéger. Alors, merci en tout cas, Oumaima. Afif, toi, avec ton association, je sais que vous avez fait beaucoup aussi d'interventions, à la fois, on va dire, concrètes pour les plus fragiles. Effectivement, Oumaima en plus a précisé que vous avez beaucoup agi jusqu'à ces derniers jours dans une période particulière chez vous, qui est la période du Ramadan. Voilà, comment vous êtes adapté et qu'est-ce que vous avez fait concrètement qui est différent de ce que vous faites d'habitude, quoi. Ok, donc moi je suis en train de répondre aux questions sur le chat et je vais répondre à Marie qui a posé aussi une question. Alors maintenant pour te répondre, il y a eu beaucoup d'adaptations, il y a eu beaucoup d'actions. En fait, l'idée c'est qu'au début, on était un peu perdu par rapport à la situation parce qu'on voulait faire des choses dehors, mais il fallait aussi se protéger et protéger les autres. Et on ne pouvait pas faire comme d'habitude. Donc, on a essayé de développer des moyens pour essayer de se protéger au maximum. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se réfléchir et de se poser, de voir un peu comment on pouvait agir. Alors, nous, on ne travaille pas beaucoup dans le caritatif pur et dur. En fait, on est plus sur des projets de développement ou des projets culturels ou d'échange. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, en ce moment, les gens, ils ont plus besoin ils ont plus besoin d'actions de proximité. Tout ce qui est distribution de nourriture, denrées alimentaires, etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur job, alors que c'était des personnes qui étaient payées par jour ou par semaine. Et donc, c'était devenu compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une petite cellule qu'on imagine être une cellule de communication et de réflexion stratégique qui appuie ces structures qui sont en action sur le terrain. On s'est dit, je vais essayer d'être bref, on s'est dit, il y a des gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des associations, il y a des groupes bénévoles, il y a des collectifs et il y a même des personnes individuellement qui sont sorties sur le terrain pour aider. Le virus, il se transmet via un contact social, toucher et tout. Donc, plus on met de gens dehors, plus il y a de risques. Donc, mieux vaut ne pas mettre beaucoup de gens dehors. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appuyer les gens qui sont déjà dehors pour avoir plus d'impact et pour aussi essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent bien se protéger et protéger les autres. Donc, l'initiative s'appelle Netaounou. Je vais partager tous les liens sur le chat. Ça s'appelle Netaounou 31. Elle est basée sur deux axes. On a un site internet qui s'appelle netaounou.org qui met en lien les associations et les financeurs ou les gens qui veulent faire des dons. Donc, le besoin et les ressources. Ça, c'est le premier axe, un site internet. Et le deuxième, c'est un collectif de citoyens solidaires au niveau national.
Donc, dans chaque ville, on a essayé de réunir des personnes et essayer de travailler avec les structures qui sont sur le terrain pour les appuyer, faire de la levée de fonds, etc. Donc, le collectif qui est sur le terrain, il travaille sur deux grosses thématiques. L'appui des gens qui sont sur le terrain. Et le deuxième truc, c'est tout ce qui est, on essaye de rédiger des documents d'utilité publique. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on essaye de rédiger des documents dans le culturel, dans le médical, dans le social, pour appuyer les bénévoles, appuyer les personnes en première ligne et aider les gens qui sont confinés chez eux à la maison et qui s'ennuient aussi ou qui veulent faire des activités et tout. Donc voilà grosso modo l'initiative qu'on a lancée. Maintenant, si on veut parler des publics, il y a plusieurs publics. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport aux enfants des rues, j'ai répondu. Vous pouvez voir le commentaire. Mais il y a plusieurs publics. On a les personnes. En fait, aussi, il y a une différence, c'est que nous, on a peu de maisons de retraite. Les parents, ils restent plus chez nous. Culturellement, les parents, ils restent plus chez nous. C'est un peu mal vu de manière générale chez nous qu'on mette les parents dans les maisons de retraite, donc ils restent à la maison. Et donc, il y a peu de travail qui a été fait dans ce sens. Il y a des maisons de retraite chez nous, donc on a aidé dans ce sens. On a aidé aussi les centres d'enfants assistés ou bien les orphelinats. On a aidé les migrants. On a aussi beaucoup de migrants subsahariens en Algérie. Donc, il y a eu de l'aide en leur direction aussi. Et tout ce qui est famille nécessiteuse, SDF de manière générale. Donc, il y a plusieurs publics. Voilà, grosso modo, c'est ça le travail qu'on a fait. Et pour ce qui est de la réadaptation, ben, c'est plus des réunions comme ça, via des outils de travail à distance, ou bien aussi la réadaptation, c'est-à-dire imaginer des projets au niveau local. Mais je vais en discuter un peu plus par la suite. Mais imaginez vraiment des projets au niveau local, puisque les frontières, ben, elles sont bouclées. On doit bosser et ne pas s'arrêter et essayer de, comment dire, d'avoir des perspectives d'avenir. Au lieu de se bloquer et de dire on ne peut pas travailler, ben, essayons de transformer cette problématique ben, en un sur lequel on saute et on va plus loin. Super, merci Afif. Alors, quand tu parlais, il y a Salah qui demande, alors à toi, mais à tous les actifs et les actives, j'ai envie de dire, de partager éventuellement des supports de sensibilisation que vous avez utilisés, notamment, et que vous avez utilisés en prenant en compte la distanciation, alors je dirais pas sociale, mais physique. Est-ce que, voilà, en tout cas, ceux qui ont des supports, alors soit des vidéos, soit des choses comme ça, vous pouvez aussi le partager sur le chat. Et puis, alors, il y a une deuxième question que Salah a posée qui me paraît vraiment intéressante, c'est-à-dire au niveau des conseils que vous donneriez aux jeunes pour s'engager. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des jeunes qui étaient déjà très engagés. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment vous avez vu d'autres jeunes se mobiliser dans cette période. Et je te donnerai la parole après, Marilyn, mais je sens que Léonard, depuis l'Autriche, bouillonne de pouvoir répondre à ça. Vas-y. Alors du coup, pour prendre l'exemple des Scouts et Guides de France, on a donc 85 000 membres dans notre association et on a des milliers de jeunes entre 15 et 30 ans qui se sont engagés justement pour faire vivre la solidarité à travers toute la France. Et donc du coup, on a une grande partie qui s'est portée volontaire dès les premiers jours du confinement. Ces engagements, ils se sont répartis dans 4 grandes catégories. Donc là, on a vu, via ta question, Gwenda, du Liban, la question de la protection de l'enfance. Effectivement, on a des bénévoles qui se sont investis auprès des villages d'enfants d'Action Enfance. On a aussi eu des séjours de rupture qui ont été organisés dans notre centre d'activité à Jeanville pour accueillir des jeunes dès début avril. Par rapport à la thématique des publics démunis, on a eu des membres de notre association qui ont rejoint la réserve civique, beaucoup qui ont Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la réserve civique pour nos participants qui ne sont pas forcément en France? Oui. Alors du coup, dans la réserve civique, c'est un système où des bénévoles peuvent s'engager sur une plateforme et pouvoir après s'engager auprès d'associations. Par exemple, tu peux, via la réserve civique, postuler pour être bénévole dans une banque alimentaire. Et donc, tu peux te retrouver à recevoir donc, les aliments invendus des supermarchés, les trier, les reconditionner pour des dons, pour la vente à des personnes dans le besoin, par exemple. Donc, c'est une plateforme qui a été mise en place pour laquelle, justement, des bénévoles qui sont intéressés peuvent se positionner et après
être investis auprès d'associations dans des thématiques bien particulières. Donc on a eu ça, on a eu des personnes donc, qui ont confectionné des plats solidaires en famille. On a eu des collectes de duvet pour la Croix-Rouge, par exemple. Et par exemple, l'exemple de Marilyn et de Manuel qui sont investis auprès de l'association de la Maison des Volontaires. On a aussi eu de l'engagement pour les soignants. Donc, on a eu des bénévoles, par exemple, qui se sont engagés comme brancardiers de nuit dans des centres hospitaliers. Il y a aussi eu des chefs et des cheftaines qui sont engagés pour garder des enfants de soignants ou d'autres qui sont investis auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et toutes ces actions, en fait, c'est des actions que nos bénévoles ne faisaient pas forcément au départ, mais du coup, la crise sanitaire du Covid-19 nous a incité à développer d'autres formes d'engagement. On peut aussi penser aux engagements pour les seniors auprès des EHPAD, par exemple. Et puis, de manière transversale, on a eu beaucoup de jeunes et d'adultes dans l'association qui sont mis à coudre des masques, à fabriquer des visières de protection pour leurs voisins ou les publics qui en avaient besoin. Donc, ce qu'on identifie, c'est que on peut être déjà investi dans une association, par exemple les Scouts et Guides de France, ou être jeune et avoir envie de s'engager. Et donc, après, trouver des partenaires ou des personnes relais via la réserve civique ou des associations partenaires comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, des associations locales. Et donc voilà, c'est vraiment un exemple de manière par laquelle les jeunes peuvent s'engager dans le cadre de cette crise sanitaire. Et puis après, pour nos jeunes, dans le cadre de notre association, on a continué à proposer des activités à distance, à maintenir du lien avec les jeunes, avec des activités qui sont adaptées. Et par rapport à ce que tu me disais un peu plus tôt, Guillaume, on a aussi ce souci de garder le lien avec nos frères et sœurs de par le monde, parce que même si on ne peut plus forcément les voir en physique et en présentiel, on peut quand même continuer à maintenir un lien et à s'entraider. Et il y a toujours cette logique de continuer à préparer nos projets en attendant de voir si on pourra les concrétiser en présentiel cet été ou plus tard. D'accord. Alors, Marilyn, toi, tu pensais pas du tout faire ce que tu as fait, j'imagine, en arrivant en France, dans ta mission, puisque j'imagine que c'était pas ça qui était prévu. Euh, voilà, qu'est-ce que tu nous as rapidement expliqué tout à l'heure que tu as pris connaissance, voilà, d'une réalité assez difficile pour la question de l'aide alimentaire. Comment, ben voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais depuis plusieurs semaines et surtout en quoi finalement ça correspond à l'engagement que tu souhaitais avoir en venant, alors pas forcément en venant en France, mais en tout cas à l'engagement que tu avais quand tu as décidé de t'engager, quoi. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis engagée auprès de la Maison des volontaires. Et là, nous sommes dans la distribution des repas. Je ne suis pas seule. D'abord, j'ai mon binôme avec moi, Manuel, comme Léona l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi d'autres bénévoles en service civique qui sont aussi à la résidence. Ensemble, on a vu la responsable de la Maison des volontaires parce que les personnes qui étaient logées n'avaient vraiment pas de repas, ils n'avaient pas à manger, ils étaient juste logés. Donc, ensemble, on a vu la responsable de la Maison des volontaires qui est rentrée en contact avec Festival Refuge Foods et la protection civile pour nous livrer les repas. Et du coup, on a deux repas. On a deux repas par jour, le déjeuner et le dîner. Donc voilà, on a aussi des équipes de 6 ou 7 personnes. Et comme ça, voilà, on fait la distribution depuis 2 mois maintenant, je vais dire. Depuis 2 mois. Mais à côté de ça, je continue toujours mon télétravail. J'ai juste aménagé mon programme pour pouvoir continuer le bénévolat que je fais. Et je ne m'attendais pas à ça, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais je prends vraiment plaisir à le faire, en fait. Je prends vraiment plaisir à le faire parce que ces personnes aussi ne s'attendaient pas à ça. Et souvent, au service, là, tu reçois pas mal de messages venant de ces personnes. Merci, on ne s'attendait pas à ça, tout et tout. Et il y a vraiment un plaisir en fait que tu reçois après quand tu rentres chez toi ou souvent même tu es fatigué. Mais quand tu penses à ces personnes à qui tu apportes le sourire quelque part, parce qu'il y a des familles, il y a des femmes qui sont enceintes, il y en a d'autres qui ont même accouché ici. Et vraiment, ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir. C'est aussi
une autre forme d'engagement pour moi parce que quand tu es scout, tu es scout partout, quoi, même dans l'âme, dans tout ce que tu fais, vraiment, tu es scout, c'est aussi ça mon engagement, tendre la main à celui qui est en face. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment waouh, je vais dire, en fait. C'est un plus que c'est quoi, j'ai eu, voilà. C'est un plus, en fait, à mon engagement, à ma mission de service civique en France. Ok, merci. Bah, c'est une vraie belle leçon de citoyenneté mondiale, j'ai envie de dire, que tu nous donnes là. Alors, je vais passer la parole à Gwenda, donc, qui doit être au Liban, si j'ai bien compris. Si Oui, voilà, je sais je pas si suis le là. micro est allumé ou pas, voilà. Ah bah Oui, voilà. oui. Vous Bah vas-y, m'entendez? je te laisse la parole. Vous m'entendez? Très bien. D'accord, je me présente. Je suis Gwenda Haikal. Je suis du Liban. Je suis traductrice et chercheuse en relations internationales. J'étais en France au début de l'année et puis j'ai vécu 2 mois en Tunisie avant que la pandémie ne commence. En fait, je m'intéresse trop au projet des enfants parce que, premièrement, j'étais bénévole dans la Croix-Rouge libanaise. Et deuxièmement, parce que aussi j'étais bénévole avec Vision du Monde. Si vous connaissez, c'est une organisation qui prend soin des enfants vulnérables dans le monde. Et j'écris ma thèse maintenant sur les enfants de la rue. Alors, je m'intéresse, c'est pour cela que j'ai demandé la question pour savoir comment les pays du monde ont pu peut-être faire des projets ou s'engager à protéger ces enfants qui n'ont pas de maison, qui ne peuvent pas être protégés de cette pandémie et où le virus peut se répandre très facilement. Et au Liban, il y a eu quelques initiatives, mais pas trop parce que aussi on est en train de vivre une, euh, une grande révolution. Si vous êtes au courant, c'est le printemps arabe chez nous et tout. Alors, c'est pour cela que j'ai juste voulu savoir comment ça se passe. Ok, merci beaucoup Gwenda. Alors si évidemment il y en a qui veulent prendre la parole, il y a Afif qui voulait répondre à la fois sur les projets d'échange et puis peut-être sur un autre sujet, Afif. Oui, désolé. Bah non, En non, fait, si t'excuses pas. tu m'entends? Oui, on t'entend, mais ne t'excuse pas. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'étais en train d'essayer de répondre au message de Marine. Je vais continuer et je vais envoyer le lien de l'initiative et les supports de sensibilisation qu'on a développés. C'est un support de sensibilisation pour les bénévoles sur le terrain pour se protéger et faire avoir des gestes vraiment de prévention. Et aussi, on a aussi développé comment dire, des conseils pour la distribution des denrées alimentaires aussi. Bon, parce que en fait, chacun on va dire son contexte. Et moi, la discussion que je voudrais avoir et les choses que je voudrais présenter, c'est plus aussi parce qu'il y a eu la question de comment faire pour que les jeunes s'engagent. Ben, moi, je voudrais discuter des coulisses parce que là, on est en train de donner, enfin, je vais parler de moi, là, je suis en train de donner la réalité, ce qui s'est passé et tout. Mais en fait, à la base, c'est parti d'une envie d'engagement, d'une envie de solidarité, d'une envie d'entraide. Donc, cette envie, elle ne vient pas juste comme ça. Et elle ne peut pas se concrétiser juste comme ça. Il lui faut des mécanismes, des outils, de l'aide. Même l'entraide elle-même, elle a besoin d'aide, je trouve. Et donc, je voudrais juste dire 2 mots dans ce sens. Donc, pour moi, la peur a été le catalyseur de l'action qu'on a menée. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je suis resté enfermé pendant 16 jours chez moi à la maison et je me suis dit, je m'ennuie, je ne sors pas, j'ai peur d'avoir chopé le Covid et qu'est-ce que je peux faire pour aider dans cette période assez difficile. Donc, réflexion, je me suis senti seul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. Je leur ai dit, écoutez, voilà le constat, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, chacun a commencé à avoir une idée et de ces idées, on a commencé à monter quelque chose. Donc, pour moi, ce que je voudrais dire par rapport à la solidarité ou à l'engagement de manière générale, en fait, c'est comme la pandémie. Ça se propage et il faudrait propager ça, justement.
Si on a une petite idée et qu'on ne se sent pas de la réaliser, on la propose à d'autres personnes, on essaye de trouver de l'aide et on essaye de monter ce projet, on essaye de monter cet assaut, on essaye de monter ce groupe bénévole, cette idée, n'importe quoi. Il faut avoir de l'audace, il faut avoir de l'envie et il faut se doter d'outils. Les outils, c'est quoi? Faites des formations, sortez, regardez. Ce pas des conseils que je donne, hein, c'est des pistes que j'ai moi-même utilisées et que chacun peut voir dans son contexte si ça marche pas. Hein. Donc, sortir, faire des formations, faire des ateliers, rencontrer, élargir son réseau. Tout ça, c'est des choses qui nous permettent, par exemple, dans un moment de crise, de se dire, écoutez les gars, je ne suis pas seul, il y a des gens autour de moi, je ne me sens pas petit, je me sens grand et je peux faire de grandes choses pour aider et faire en sorte que les gens s'entraident. Voilà ce que je voulais dire. Super, je vois que dans les caméras qui sont annulées, je vois des hochements de tête, tout le monde approuve ce que tu dis, Afif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compléter ces réponses? Et puis, si certains aussi veulent envoyer des informations à notre amie libanaise pour aussi échanger sur le travail que vous avez ou que vos organisations ou vous connaissez des organisations qui travaillent avec les enfants et les jeunes qui vivent dans la rue, bon, cet échange aussi est là pour se transmettre des coordonnées, etc. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un souhait de prise de parole par rapport à ça? Par rapport à cette envie d'engagement et puis cette pandémie d'engagement, j'ai envie de dire. Guilhem. Oui. Guilhem. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, juste par exemple, l'initiative Ntaounou 31, quand on l'a lancée, on n'a pas voulu faire ça genre pro. C'est-à-dire qu'on a essayé justement de motiver les jeunes pour s'engager et aussi les former. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une école, on va dire, c'est une école de formation et en même temps, c'est une école formation-action. C'est-à-dire que les gens qui font partie de l'initiative, il y en a environ 60, c'est des jeunes étudiants qui font partie de plusieurs domaines, universitaires et tout, qu'on a mobilisés pour qu'ils travaillent ensemble. Il y a des gens qui ne se sont jamais vus. Hein. Donc, ils ont travaillé ensemble et ils ont monté des documents, ils ont cherché des informations sur le terrain par rapport à des initiatives qui sont lancées, ils ont rassemblé de l'information et ils ont travaillé en équipe pour former toute cette initiative. Donc, en fin de compte, on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, mais on cherche à faire ensemble et à apprendre ensemble. La pédagogie de l'erreur a été très importante dans cette initiative, pas pour prendre des risques pour soi sur le terrain, mais dans un travail à la maison, dans ce qu'on appelle du télébénévolat. Et je trouve que c'est important de le noter aussi, qu'on peut aider même de chez nous et essayer de faire en sorte de ne pas se mettre en danger ni de mettre en danger notre entourage. Nous, la première chose qu'on s'est dit, c'est s'il arrive quelque chose à quelqu'un que nous, on a mis sur le terrain, on s'en voudra beaucoup. Donc, on évite de faire sortir des gens. Merci de ce complément. Alors, alors oui, Léonard, vas-y. Nous, dans notre cas, on a eu pas mal de bénévoles qui, au début de la pandémie, ont voulu s'investir. Et on a reçu plusieurs témoignages de jeunes qui proposaient de l'aide à des collectivités ou des préfectures ou d'autres acteurs associatifs, mais ils se sont fait recaler assez violemment certaines fois. Mais ils sont quand même accrochés pour décrocher cette mission, parce que c'est vrai que tu peux être très, très motivé, mais il faut aussi qu'en face, on ait quelque chose à te proposer. Et je pense que c'est aussi très important et c'est aussi notre approche chez les Scouts de France de savoir s'entourer et de se mettre en partenariat avec des associations qui ont déjà des structures et qui ont déjà du savoir-faire. Donc, par exemple, voilà, la Croix-Rouge, le Secours catholique, l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'effectivement, quand on a de l'énergie à revendre, ce qui est essentiel, c'est aussi de canaliser cette énergie vers des actions qui sont bénéfiques et structurées pour ne pas se lancer dans des sentiers un peu dans tous les sens. Et c'est pourquoi je pense que c'est important de pouvoir promouvoir des plateformes, que ce soit la réserve civique ou des associations de partenaires, pour être sûr que l'action que tu fais en tant que bénévole ou en tant que jeune engagé, elle soit au service d'un plan d'action un peu structuré et puis de choses qui sont faites avec de l'accompagnement et une bonne structure, quoi. Alors, tu es déjà un petit peu dans le troisième temps un peu de notre échange qui est l'objet d'un temps de recommandation, j'ai envie de dire. Et alors, peut-être la première question, effectivement, que j'ai envie de vous poser, que Sébastien Duclonc vous pose, pardon, et dont je me fais volontiers le transmetteur,
Comment ce moment si particulier va impacter votre engagement futur et puis celui des jeunes autour de vous, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être prendre la parole là-dessus? Il peut lever la main comme ça devant l'écran, puisque je vous vois dans les intervenants. Sinon, je vais être obligé de désigner. Ouais. Vas-y, Guillaume. Merci pour la parole. Oui, donc pour répondre aux perspectives, déjà, il faut savoir que l'épidémie n'est pas finie. Par exemple, ici au Congo, même si on est entré en déconfinement, il y a toujours des nouveaux cas, toujours des échantillons en cours de test pour notre région. Donc, ça peut arriver que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on ait nos premiers cas qui arrivent. Auquel cas, on devra redoubler d'efforts, peut-être re-rentrer en confinement. Donc, on reste toujours sur le qui-vive, on continue la surveillance. Après, nous, on a mis en place des protocoles qui sont bons. Certes, ils sont un peu stricts, mais c'est des choses qu'on peut maintenir à l'avenir parce que ça nous a donné une routine de travail vraiment stricte et professionnelle par rapport à un petit laisser-aller qu'on peut avoir avec la routine en temps normal. Après, au niveau de mon engagement, déjà, il faut voir que l'espace Schengen va rester fermé un moment. Donc, ceux qui sont sur le terrain vont devoir rester sur le terrain encore quelques mois. On ne sait pas ce qui va se passer. Ici, par exemple, même si le coronavirus se termine, demain, ça peut être Ebola ou d'autres maladies. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies, c'est pas ce qui manque. Donc voilà, moi, après, au niveau personnel, je m'estime assez chanceux de ne pas avoir finalement vécu l'épidémie, ni en France, ni ici. J'ai quitté la France juste avant que ça arrive là-bas, et puis ici, c'est pas encore arrivé. Et on n'a pas été dans un climat de crainte, comme pouvait le souligner Afif en Algérie. La population ici est restée très calme, nous-mêmes, on est resté très calme. Voilà. Après, peut-être plus dans l'avenir, ça va donner une sorte de petit aperçu de l'humanitaire. J'ai pu comprendre ce que ça pouvait donner en temps de crise sanitaire, ce que la situation pouvait donner, ce que ça pouvait impliquer. Je prends l'exemple des villages qui, en temps normal, déjà sont isolés avec voilà, des enfants malnutris et autres. Il y a tout type de population avec tout type de maladies. Ils sont isolés sans moyen d'information. Et en période de crise, en plus de ça, on ajoute l'arrêt des transports. On ajoute l'arrêt des transports et le confinement. Et on se rend compte que c'est des populations, finalement, si on ne va pas les voir, on n'aura pas de nouvelles en un mois et demi, parce qu'il n'y aura pas moyen de donner de nouvelles. Et c'est là vraiment que l'humanitaire prend son sens, que notre action sur le terrain prend son sens. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont envie de s'engager, tant que le risque est acceptable, comme ici on n'a pas encore de cas, vraiment il faut essayer de faire le maximum. Moi j'aurais pu rentrer en France début mars, on me l'a proposé, j'aurais pu être rapatrié, rester bien au chaud en France dans ma famille, mais ça aurait fait que j'abandonne le projet, le village, la population, avec tout ce que ça implique derrière, l'arrêt des soins, le chômage technique, ainsi de suite. Donc j'ai envie de dire, tant qu'on peut s'engager, tant que c'est acceptable et tant que c'est utile aussi, donc on a un minimum d'intérêt, pas hésiter, il faut faire le maximum. Voilà. Merci beaucoup. Ok, super. Merci de ce témoignage encore une fois, Guillaume. Marilyn, je sens que tu as envie de prendre la parole. Je te vois. Il faut lui remettre le micro par contre. C'est bon? Ouais, voilà. Voilà, je rejoins Guillaume qui a dit tout à l'heure que la crise n'est pas encore passée. Voilà, elle est encore là. Et du coup, c'est à nous de continuer à toujours respecter les mesures, en fait, les mesures de sécurité pour rester toujours sain. Voilà, même si. Et je pense que cette crise a pas mal traumatisé des gens. Et même s'il n'est pas totalement, il y aura quand même des gens qui seront traumatisés là, en fait. Et ce que moi, je peux dire de cette crise-là,
c'est qu'elle a plus renforcé les liens, en fait. Cette crise a renforcé les liens parce qu'il y en a qui sont restés loin de leurs parents pendant 2 mois, déjà moi. Et même étant en France ici, il y en a qui sont dans la même ville, qui n'ont pas pu être avec leurs parents. Et du coup, je suis sûre que quand on a annoncé le déconfinement, la première voiture, le premier bus, et hop, il y en a qui ont rejoint directement leur famille. Donc, moi, je pense que cette crise a vraiment créé des liens, en fait, de famille. Et il y a aussi Guillaume qui a dit encore que le côté humanitaire, en fait, le côté humanitaire est plus ressorti parce qu'on n'a pas eu besoin de connaître des gens avant de leur venir en aide. On l'a fait avec le cœur. Voilà, on a fait ressortir plus le côté humain. Donc, pour moi, cette crise a vraiment eu un côté positif sur notre vie, en fait. Donc, c'est ce que je peux rajouter. Voilà. Merci Marilyn. Est-ce que Léonard, Oui, Afif, Léonard. vas-y Ok, je Léonard. veux bien. Moi, je pense que un des éléments forts de la méthode Scout, c'est l'apprentissage par l'action. Et je pense que on a pu voir que plein de jeunes se sont engagés. Et comme tu l'as dit, Guillaume, parfois, l'engagement des jeunes n'a pas toujours été très relayé. Et je pense que pour la suite, parmi toutes les initiatives dont j'ai déjà pu parler et dont les autres intervenants ont pu parler, il y a des choses nouvelles qui ont été créées. Et c'est peut-être des choses qui vont perdurer. Des partenariats qui sont noués, des, des actions qui vont être pérennisées. Et je pense que surtout sur les webinaires et toutes ces actions, ça nous rappelle qu'il y a quand même une place importante à donner aux jeunes dans la construction des réponses aux problèmes auxquels on fait face. Bon, là, c'est le Covid-19, donc c'est très actuel, mais je pense qu'en général, que ce soit dans la co-construction des politiques pour de jeunesse ou même sur le sujet de la solidarité internationale, on peut voir qu'il y a plein de jeunes qui se mobilisent et que nous, on est super chaud pour travailler avec des décideurs, avec d'autres représentants de la société civile. Et quand on entend des témoignages comme celui de Marilyn, comme celui de Guillaume, comme celui d'Afif, on se dit, ben voilà, on est chaud bouillant, on veut juste avoir une petite place pour pouvoir discuter de tout ça, quoi. Donc toi tu revendiques une place. Alors évidemment dans le dans le dans cette crise, mais tu revendiques aussi une place pour repenser, enfin pour penser le monde après cette crise. Alors ça fait le lien avec un commentaire d'Élodie qui travaille dans le secteur ado et sur la façon d'envisager les choses de façon sereine pour l'avenir, puisqu'il y a effectivement énormément de craintes, énormément d'inconnus. Et en même temps, il y a plein de choses qui se sont créées qu'on n'aurait peut-être pas imaginé créer en 2-3 mois. Moi, je pense beaucoup aux jeunes aussi qui vivent des situations extrêmement compliquées, qui sont soit effectivement dans des territoires très isolés, comme le disait Guillaume, soit loin de leur famille et sans soutien. Et puis ceux qui, quelle que soit la situation, sont dans des situations très vulnérables et précaires. Nous, au niveau de Coordination Sud, on essaye de travailler aussi sur le fait d'étendre des filets de protection sociale pour que les jeunes les plus fragiles puissent évidemment en bénéficier. C'est vraiment le sujet de la protection sociale, je crois, va devenir un enjeu majeur de la suite, quoi. Mais peut-être Afif ou Maïma d'abord, peut-être. Voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, pour la suite, effectivement, en continuant à être vigilant, en étant conscient des grandes inégalités qui nous traversent, mais aussi des liens qu'on a pu créer. Oui, merci pour la parole. Effectivement, vraiment, beaucoup de liens de solidarité s'étaient renoués après cette crise, en fait. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses qui ont été
peut-être ordinaires et donc pendant les jours ordinaires, on ne connaît pas leur valeur réelle plutôt. Donc, je pense que cette crise aussi a poussé plein de gens à repenser dans l'importance de l'engagement civique et tout. Parce que, par exemple, je vais citer l'exemple de j'ai quelques amis ici à Monastir qui ont des étudiants en pharmacie, par exemple, qui n'ont pas été engagés avant. Et puis, dans la crise, ils s'est mettre à produire des gels désinfectants pour soutenir tout simplement les efforts de l'État. Nous avons aussi des étudiants, nos amis des écoles d'ingénieurs qui ont fabriqué des respirateurs artificiels et tout. Bien sûr, ils en étaient un peu sponsorisés par l'État. Mais en fait, les perspectives en général, je pense qu'il faut toucher beaucoup à travailler à distance peut-être. Par exemple, ici, en étudiant citoyen 26, dans notre organisme, on a tout simplement réorienté toute notre activité qui était planifiée sur le terrain, donc virtuellement. Par exemple, nous sommes très intéressés à travailler sur les ODD, par exemple, qui sont les objectifs de développement durable. On n'a pas arrêté de travailler, donc on a juste essayé de trouver de nouvelles solutions, de s'adapter à la situation. Par exemple, on a créé une magazine qui traite les inégalités entre les sexes. Et c'était publié donc virtuellement. En fait, on n'était pas obligé d'être concrète en fait. Sinon aussi, voilà, donc on a essayé de réorienter tout ce qu'on a fait donc virtuellement. On a aussi donc essayé de faire des conférences en ligne par exemple pour nos amis. On a invité un médecin psychiatre pour soigner un peu les pensées noires pendant cette période et tout. Sinon, dans l'avenir, je pense qu'on va continuer à travailler sur le terrain. Déjà, maintenant, la rentrée, vraiment, c'est un événement qui est aussi important. Donc, sensibiliser les étudiants à garder la distance et les précautions nécessaires. Mais aussi, dans l'avenir, je pense on va aussi lancer un autre projet au sein de Tunisian Forum, en fait, pour continuer à soutenir l'État, pour fournir qui s'appelle en fait Projet Sahati en tout cas, qui va être sponsorisé par Médecins du Monde Belgique. Donc, il va travailler dans l'avenir sur 3 axes essentiellement. Donc, fabrication des bavettes. Il a l'intention de produire 6000 bavettes donc pour les personnels et pour les commerçants, pour les personnels soignants et pour aussi les commerçants parce qu'ils sont plus en contact avec les gens. Aussi, on va travailler sur une collaboration pour produire les surblouses et aussi pour fournir des thermomètres frontaux infrarouges. Et aussi, en fait, on va continuer à travailler sur la sensibilisation. Parce que il y a un grand projet sur ça, en fait, effectivement, parce que on peut risquer d'avoir une autre vague de coronavirus dans l'avenir. Et parce que, en fait, le virus est encore et la crise peut être. En fait, on peut avoir notre crise une autre fois, donc rien n'est sûr et on ne sait jamais. Donc, on va continuer à sensibiliser les gens, à collaborer avec les organisations et d'essayer un maximum d'aider les jeunes en fait, à servir à leur communauté et leur ville, quoi. C'est tout. Merci. Merci Oumaima. Afif, comment tu vois l'avenir? Vaste question. Oui, alors l'avenir, c'est déjà aussi se dire un peu ce qui s'est passé maintenant. Donc, je vais pas parler du contexte algérien, je vais parler de choses qui nous concernent tous pour moi, à mes yeux. Si vous voulez connaître le contexte algérien, il y a juste un petit truc que vous pouvez aller voir. C'est la loi 1206, la loi des associations en Algérie, avec tous les plaidoyers qu'il y a par rapport à cette loi. Vous comprendrez un peu le contexte de l'engagement chez nous. Mais de manière générale, ce que je voudrais dire, c'est que
la mise en valeur des actions de solidarité et des actions sociales en ce moment est très importante et très médiatisée. Or que ces actions étaient mises en place bien avant la pandémie et depuis longtemps. C'est-à-dire que ça ne vient pas de rien, ça ne vient pas aujourd'hui, ça ne vient pas hier. Depuis longtemps, il y a ces actions et elles sont très importantes. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire « Waouh, ça existe !» Non, je suis désolé, il y a des choses qui existent depuis très longtemps, c'est important de les mettre en valeur et pas que dans les moments de crise. Il faudrait continuer sur cette lancée en mettant en valeur ces actions et surtout en se disant que le travail social, c'est important. En fait, je ne sais pas pour tous les pays, mais je considère que le travail social et le travail par rapport à l'engagement et tout, il n'est pas assez valorisé, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau de beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un travail super important, un travail humain. On essaie de remettre l'humain au centre à travers des actions de proximité quelquefois, à travers des actions de solidarité avec des valeurs humaines. Et je trouve que c'est très important de le valoriser et pas que pendant les moments de pandémie ou les moments d'urgence. C'est très important pour essayer de mieux se structurer, d'avoir plus d'aide et d'avoir plus de crédibilité et de poids pour pouvoir mieux gérer ce genre d'événements ou de crise. Voilà ce que je voulais dire par rapport au contexte et à la suite, pour moi, aux perspectives. Les perspectives, c'est ce qu'on a appris de cette pandémie. Ce qu'on a appris, c'est que les choses qui se sont passées pendant cette pandémie où on s'est senti un peu seul, un peu mal à l'aise, où on s'est senti, comment dire, pas assez outillé et tout, ben, il faudra le régler pour l'avenir. Parce que si on a une autre, j'appelle ça une leçon de la vie, si on a une autre leçon de la vie que qui se présente de cette manière, ben, on aura les outils pour y répondre. Mais voilà, grosso modo, c'était un peu ça, c'était un peu un coup de gueule que je voulais donner par rapport à tous les gens qui sont un peu surpris par ce qui se passe. En fait, ça existait, juste pour dire ça. Et que la prochaine fois, il faudrait juste se dire que ça existera encore. Et si vous voulez que ça existe de manière générale, si on veut que ça existe encore mieux, il faudrait se dire qu'il faut le valoriser. Il faut le valoriser et le faire valoir. Voilà. Merci beaucoup, Afif. Toi, tu rappelles effectivement l'importance d'avoir un secteur associatif qui soit soutenu, qui soit valorisé et qui soit reconnu, quel que soit le moment qui est vécu. Je crois que c'est extrêmement important dans notre plaidoyer. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que le plaidoyer qu'on porte au niveau de Coordination Sud, c'est évidemment sans rentrer trop dans les détails sur la question des libertés associatives, mais aussi parce que sans liberté associative, c'est très difficile pour les jeunes de s'engager dans des mouvements. On se bat pour réduire les inégalités, alors que nous-mêmes, c'est un peu paradoxal, on se bat pour réduire les inégalités, alors que nous-mêmes, on est en situation de vulnérabilité quelquefois. C'est compliqué, hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà, on a un commentaire de quelqu'un que je connais un petit peu aussi, Madame Iba, du programme Jeunes des Deux Rives en Tunisie. Merci pour tous ces témoignages. Ça nous motive de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, je passerai la parole à Claire, d'Engagée et Déterminée, peut-être pour nous faire une petite réaction à chaud. Petite réaction à chaud. C'est pas facile de faire une petite réaction à chaud. Moi, je voulais souligner en tout cas la complémentarité des témoignages qui viennent de ces jeunes engagés. Vous avez tous vécu la situation, soit dans des contextes différents, avec aussi des parcours de mobilité ou d'engagement qui sont complémentaires et qui apportent un regard alors, et individuel et collectif. Vous avez toujours réussi à rappeler les deux, alors en alliant soit à la situation dans laquelle vous vous trouvez, alors par rapport à votre localité, par rapport à votre pays, mais par rapport aussi à vos cercles d'engagement. Vous parlez de vos clubs, de vos associations, de mouvements. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous offre à voir la diversité et la pluralité des engagements jeunesse possibles et la pluralité aussi de manières de répondre ou d'envisager les choses. Y a pas de, je ne vais pas m'accorder le droit de synthétiser tous vos témoignages parce que vous avez une manière de votre manière, donc la meilleure possible en tout cas, parler de votre vision des choses. Je pense elle sera intéressante aussi. On a enregistré cette vidéo, de vous redonner la parole dans quelques mois. La situation qu'on a tous vécue et que vous avez vécue, on essaye de l'analyser là en direct à chaud
il y a des enjeux aussi de se dire comment on s'approprie et comment on réfléchit à la suite, parce qu'on arrivera à prendre plus de distance, à penser aux autres crises que vous soulevez. Il y a quelque chose pour moi très transversal dans tous vos témoignages, c'est la question des inégalités. Vous étiez un petit peu sur ce sujet-là, des inégalités au croisement de plusieurs thématiques, principalement de la santé au vu de forcément la crise, mais vous parliez aussi des inégalités dans les opportunités d'engagement ou dans les accès à l'engagement, et aussi sur, par exemple, les questions du genre. Donc, ça prouve à quel point cette crise, elle reflète d'autres points de blocage dans notre société, dans les sociétés dans lesquelles on vit, dans les communautés dans lesquelles on agit. Donc, ça pose encore des enjeux pour vos engagements et puis les engagements de toutes et tous. Donc, moi, je pense qu'il y aura un enjeu à dire qu'on digère tout ce qui s'est passé et puis on vous redonne la parole parce que votre parole est là aussi brute et super intéressante, et de recroiser à partir de ce que vous avez entendu, à partir de nos participants aussi. Il faut savoir que du coup, cet espace, il est ouvert et je voulais vraiment saluer du coup Guillaume qui a animé ce temps d'échange, mais aussi le travail d'Anaïs qui est un peu la personne secrète derrière qui a coordonné ce temps. Et il a vocation à continuer. Alors, dans le cadre de la commission JSI qui se compose de plein d'organisations, au sein de la commission, on a principalement des salariés qui viennent, mais l'enjeu, c'est aussi d'accorder toute la place que méritent les jeunes engagés parce que vous êtes les mieux placés pour parler des enjeux qui vous concernent, des envies que vous avez notamment concernant ce que vous avez envie de faire évoluer auprès des questions de politique, parce que c'est à vous de vous en emparer aussi et tout l'espace est là. C'est dans le cadre de cette commission qu'est né le projet Place aux jeunes. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais il y aura plein de choses qui seront proposées aussi dans les mois à venir pour continuer à réfléchir avec vous sur cette question et sur ces questions qui vous animent. De manière générale, moi, je voulais saluer vraiment votre engagement et vos témoignages. Je l'ai dit, aussi divers que possible. Et ce que je dirais en conclusion, ce qui est important et ce qui est essentiel dans vos témoignages, c'est que vous avez envie de vous emparer, qu'on a tiré le meilleur de cette situation, le principe de solidarité, mais aussi ce qu'on a à apprendre de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui ne fonctionne pas depuis plusieurs années. Et donc, c'est tout l'enjeu de réfléchir à cette situation pour l'avenir. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci Claire, merci effectivement, merci à Anaïs aussi pour l'organisation de cet échange. Donc, on reste ensemble, c'est ça qui est important. On continue, malgré les difficultés, malgré effectivement les incertitudes. On essaie comme le disait, je crois que c'était Oumaima, de chasser les pensées noires. Parce qu'on en a peut-être tous individuellement, mais je pense qu'on a surtout beaucoup comme l'a dit Claire, beaucoup de choses à construire collectivement pour la suite, sans être naïf non plus. Hein. On sait très bien que voilà, on hérite de quelque chose, d'un monde rempli de paradoxes et d'inégalités. Donc, on va devoir continuer, on va devoir gagner des droits, préserver des droits acquis et puis gagner de nouveaux droits, notamment dans un certain nombre de pays. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et alors, je vous souhaite en tout cas je vous remercie vraiment pour votre participation, pour votre activisme dans cet échange. Et puis, je vous dis à très bientôt pour effectivement de nouvelles rencontres de cette commission jeunesse. Voilà. À bientôt et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Ciao. À bientôt. Merci.